Scène 1. L'illusion du savoir. Regardez votre diplôme. Ce cadre en bois, ce papier gaufré, ces tampons officiels. Vous pensez que c'est la preuve que vous savez réfléchir. Vous pensez que ces milliers d'heures passées dans des amphithéâtres ont sculpté votre intellect. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Votre éducation n'a pas simplement échoué à vous apprendre à penser. Elle a activement, systématiquement et littéralement détruit les capacités de réflexion avec lesquelles vous êtes né. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas un excès de zèle rhétorique, c'est un diagnostic. Et l'homme qui a documenté ce crime intellectuel n'était pas un théoricien du complot. C'était Richard Feynman, prix Nobel de physique, génie du projet Manhattan et l'un des esprits les plus libres du XXe siècle. Scène 2. Rio de Janeiro, 1952. Nous sommes en 1952. Feynman débarque au Brésil. Il entre dans une salle de classe à Rio. Les étudiants sont brillants. Ils ont passé des examens d'entrée d'une difficulté redoutable. Ils connaissent leur manuel par cœur. Ils récitent les formules de la mécanique quantique comme si c'était des prières. Très bien. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qu'est la lumière polarisée ? Un étudiant lève la main instantanément. Il se lève, le dos droit, et récite mot pour mot la définition du manuel. La lumière est constituée de champs électriques et magnétiques qui vibrent perpendiculairement à la direction de propagation. Dans la lumière polarisée, ces vibrations sont confinées à un seul plan. C'est parfait. C'est un 20 sur 20. C'est la réussite incarnée. Bien. Maintenant, quand la lumière se reflète sur l'eau, dans quelle direction est-elle polarisée ? Silence. Un silence assourdissant. Les étudiants se regardent. Personne ne sait. Personne ne peut répondre. Réfléchissez. Regardez par la fenêtre. Vous avez tous des filtres polarisants dans vos poches pour vos TP. Que se passe-t-il si vous regardez le reflet du soleil sur la baie de Rio à travers ces filtres ? Rien. Le vide total. Ces étudiants pouvaient réciter la définition de la polarisation, mais ils n'avaient aucune idée que la polarisation était quelque chose qui se passait dehors, sur l'eau, dans la vraie vie. Ils avaient mémorisé les symboles, mais ils n'avaient jamais vu le phénomène. Scène 3. Le système est un succès, et c'est ça le problème. L'image montre un engrenage broyant des livres. Ce n'était pas un problème brésilien. Ce n'était pas une question de mauvais profs. C'était le résultat d'une éducation réussie. Le système avait fonctionné exactement comme prévu. Parce que l'éducation moderne n'est pas conçue pour vous apprendre à comprendre le monde. Elle est conçue pour vous apprendre à performer la connaissance. Il y a une différence fondamentale, un gouffre cognitif, entre comprendre un concept et savoir quel mot prononcer pour obtenir une bonne note. Vous vous sentez visé ? Vous devriez. Vous avez passé 12 ans à l'école, peut-être 5 de plus à l'université. Vous avez investi des dizaines de milliers d'heures. Et pourtant, posez-vous ces 3 questions. Pouvez-vous expliquer les bases de votre propre métier à un enfant de 12 ans sans utiliser un seul mot de jargon ? Pouvez-vous résoudre un problème concret dans votre domaine sans ouvrir Google pour vérifier la méthode officielle ? Avez-vous déjà généré une intuition originale ou ne faites-vous que réciter ce que les autorités vous ont dit d'accepter ? Si vous bégayez, ce n'est pas votre faute. Votre cerveau fonctionnait parfaitement avant qu'il ne s'en occupe. Un enfant de 5 ans est un scientifique naturel. Il demande « pourquoi » à chaque affirmation. Il teste la gravité en jetant sa purée. Il est sceptique par instinct. Puis, l'école arrive, et le mécanisme de destruction s'enclenche. Par le temps que vous arriviez à l'université, vous êtes devenu un expert de la conformité masquée en intelligence. Vous ne cherchez plus à savoir si ce que dit le prof est vrai ou s'il se connecte à la réalité. Vous cherchez à savoir ce qui sera à l'examen. Vous avez appris la leçon la plus toxique qui soit. Les symboles comptent, la réalité non. Scène 4. Le mythe de l'intelligence. Feynman a vu cela parce qu'il y a échappé. Son QI était de 125. C'est haut, certes, mais c'est banal pour un physicien de son niveau. Des milliers de personnes ont un QI plus élevé que Feynman et n'ont jamais rien produit d'original. La différence n'était pas la puissance de calcul de son cerveau.
C'était que son cerveau n'avait pas été cassé par le système. Pendant que ses pairs au MIT mémorisaient des formules, Feynman redérivait tout de zéro dans ses propres carnets. Il refusait d'utiliser les notations des manuels si elles ne lui semblaient pas logiques. Il traitait chaque autorité comme un menteur potentiel, jusqu'à preuve du contraire. Il a découvert que l'éducation possède 3 mécanismes de destruction massive de la pensée. 3 virus cognitifs installés de force dans votre esprit. Une fois que vous les aurez identifiés, vous comprendrez enfin pourquoi vous luttez, pourquoi vous doutez, et pourquoi votre diplôme est parfois le plus grand obstacle entre vous et la vérité. Le premier mécanisme est celui que Feynman a vu à Rio. C'est la déconnexion radicale de la réalité. Et elle commence au moment précis où l'on vous a récompensé pour une bonne réponse que vous ne compreniez pas. Nous allons voir comment ce premier mécanisme a transformé votre capacité de raisonnement en un simple exercice de reconnaissance de forme. Préparez-vous, car la déconstruction commence maintenant. Scène 5. Le virus de la déconnexion. Pourquoi oubliez-vous 90% de ce que vous apprenez une semaine après l'examen? Pourquoi pouvez-vous lire un livre de business entier et être incapable d'en appliquer une seule ligne le lundi matin au bureau? La réponse est le premier mécanisme de destruction que Feynman a identifié. La déconnexion de la réalité. Revenons à Rio. Feynman est face à ses étudiants qui connaissent la définition de la polarisation, mais ne voient pas la lumière sur l'eau. Ils réalisent une chose terrifiante. Pour eux, la physique n'est pas l'étude de la nature. La physique est un jeu de manipulation de symboles. C'est comme si on vous apprenait à jouer aux échecs, mais sans jamais vous montrer l'échiquier. On vous fait mémoriser. Le cavalier se déplace en L. Vous apprenez la phrase. Vous passez l'examen. Vous écrivez « Le cavalier se déplace en L ». Vous obtenez un A. Mais vous n'avez aucune idée de ce qu'est un cavalier, de ce qu'est un L, ou même de ce qu'est un jeu. Scène 6. L'analogie de l'oiseau. Le nom n'est pas la chose. Feynman, jeune, se promène dans une forêt avec son père. Feynman, adulte, narrant. Mon père m'a appris la science avant que l'école ne puisse me l'arracher. Un jour, un gamin me dit « Regarde cet oiseau, c'est quoi son nom ?» Je lui réponds que je n'en sais rien. Il se moque de moi. « Ton père ne t'apprend rien. » Mais mon père m'avait dit « Vois-tu cet oiseau ? En anglais, c'est un brown-throated thrush. En allemand, c'est un Halsenfresser. En chinois, c'est un chunling. Tu peux connaître son nom dans toutes les langues du monde, à la fin, tu ne sauras absolument rien sur l'oiseau lui-même. Tu sauras seulement comment les humains l'appellent. » L'auditeur têtu. « Mais attendez, il faut bien apprendre les noms pour communiquer, non ?» Feynman, avec un clin d'œil. « Bien sûr, mais l'école s'arrête au nom. Elle prend le dictionnaire pour la Bible. Elle vous apprend à dire photosynthèse et elle pense vous avoir appris comment une plante transforme la lumière en sucre. Elle vous donne le mot comme si c'était le savoir. C'est là que le cerveau se détruit. Votre cerveau est une machine biologique optimisée pour la survie. S'il reçoit une information qu'il ne peut pas connecter à une expérience sensorielle ou à une action concrète, il la traite comme du bruit. Il la stocke dans une mémoire tampon à court terme pour l'examen, puis il la supprime pour économiser de l'énergie. Chaque fois qu'un prof vous a donné une note pour avoir répété une définition sans vous demander de montrer le phénomène dans la pièce, il a entraîné votre cerveau à séparer le langage de la réalité. Il a créé un court-circuit. Scène 7. Le test de la traduction. La méthode Feynman. Visuel. Un étudiant transpirant devant une page blanche. Feynman arrive derrière lui. Feynman. Tu ne comprends pas ? C'est normal. Tu essaies de te souvenir de ce que l'auteur a dit. Essaie autre chose. Ferme le livre. Maintenant, explique-moi ça comme si j'avais 12 ans. Et attention, si tu utilises un seul mot compliqué, un seul terme technique, tu as échoué. C'est le cœur de la méthode. Le jargon est une armure. C'est ce que les gens utilisent pour cacher qu'ils ne comprennent pas vraiment. Si vous ne pouvez pas expliquer un concept sans utiliser de mots de plus de 3 syllabes, vous ne le possédez pas. Vous êtes juste un perroquet avec un diplôme. Dialogue interne.
Regardez votre propre vie. Vous avez peut-être un diplôme en marketing, en ingénierie, en droit. Pouvez-vous expliquer la loi de l'offre et de la demande sans utiliser les mots marché, équilibre ou élasticité? Pouvez-vous expliquer pourquoi un avion vole sans dire Bernoulli ou portance? Si vous reculez vers le jargon, c'est que le système a gagné. Il a remplacé votre compréhension par des étiquettes, et ces étiquettes sont vides. Scène 8. Le prix de la performance. L'image montre une usine de diplômés sortant sur un tapis roulant. Pourquoi les professeurs brésiliens étaient-ils si furieux quand Feynman leur a fait remarquer que leurs élèves ne comprenaient rien? Parce qu'admettre cela, c'était admettre que leur propre vie était une fraude. Ils avaient construit un château de cartes de performance intellectuelle. Le professeur récite le manuel, l'élève récite le professeur, le correcteur valide la récitation. C'est une boucle fermée. La réalité n'est jamais invitée à la fête. C'est pour cela que vous vous sentez comme un imposteur. Ce n'est pas un syndrome psychologique, c'est un fait structurel. Vous êtes un imposteur parce que vous avez été formé à l'être. On vous a appris à manipuler les symboles de la compétence pour obtenir des récompenses sociales, notes, diplômes, salaires, sans jamais vous demander de prouver une compétence réelle sur la matière. Feynman pensif. Ils apprennent à passer les examens, et ils apprennent que c'est ça la science. Mais ce n'est pas la science. C'est juste une forme de religion où l'on récite des psaumes qu'on ne comprend pas. Mais ce n'est que la première étape de la destruction. Le deuxième mécanisme est encore plus insidieux. Il ne se contente pas de vous déconnecter de la réalité. Il vous rend dépendant d'une autorité supérieure pour savoir ce qui est vrai. Il détruit votre système immunitaire intellectuel, la vérification. Et pour comprendre comment cela s'est passé, nous devons regarder ce qui arrive quand un groupe de grands experts doit choisir un livre pour vos enfants, et qu'ils oublient de l'ouvrir. Scène 9. L'abdication de la vérification, le culte du tampon. Avez-vous remarqué à quel point il est facile de clore un débat aujourd'hui en disant simplement « Une étude de Harvard a montré que… » À ce moment précis, votre cerveau s'arrête. On vous a appris que si le nom de l'institution est prestigieux, si l'auteur a assez de titres après son nom, alors la vérité est scellée. Vous n'avez plus besoin de regarder les données, la méthodologie, ou même de vérifier si l'étude dit vraiment ce qu'on prétend. C'est le deuxième mécanisme de destruction, l'abdication de la vérification. Le système ne s'est pas contenté de ne pas vous apprendre à vérifier par vous-même. Il vous a activement entraîné à ne jamais le faire. Questionner le manuel, c'était être arrogant. Questionner le prof, c'était être perturbateur. Et Feynman a prouvé que ce n'est pas seulement un problème d'élèves. C'est un cancer qui ronge tout le système, jusqu'au sommet. Scène 10. L'affaire des livres vides. Californie, 1964. Ambiance de bureau administratif gris. En 1964, l'État de Californie demande à Feynman de siéger dans une commission pour choisir les nouveaux manuels de sciences pour des millions d'élèves. C'est un enjeu colossal, des milliards de dollars, l'avenir d'une génération. Feynman arrive à la première réunion. La table est couverte de livres magnifiques, couvertures glacées, illustrations en couleurs, préfaces signées par des sommités de Princeton et Yale. Les autres membres de la commission, des experts hautement diplômés, commencent à discuter. Membre de la commission 1. Ce livre de chez l'éditeur X est excellent. Il est recommandé par le département de pédagogie de Stanford. Membre de la commission 2. Tout à fait. Et regardez la qualité de l'impression. Ça va vraiment motiver les enfants. Feynman les regarde, incrédule. Attendez, est-ce que quelqu'un a lu le chapitre sur l'énergie ? C'est un ramassis de non-sens. Ils disent qu'un jouet à ressort bouge parce que l'énergie le fait bouger. C'est comme dire qu'un chien marche parce que le mouvement le fait marcher. Ça n'explique rien, ça ne fait que coller une étiquette sur un mystère. Silence gêné. Puis, l'un des membres avoue. On n'a pas vraiment le temps de tout lire, Richard. On se fie aux recommandations des experts et à la réputation de l'éditeur. Scène 11, le coup de grâce, le livre blanc.
L'image montre Feynman tenant un livre dont il tourne les pages frénétiquement. Elles sont toutes blanches. Un éditeur en retard avait envoyé une ébauche de son manuel. Le livre était relié, la couverture était superbe, les noms des auteurs étaient prestigieux. Mais l'intérieur était totalement vide. Des pages blanches, de la première à la dernière ligne. Feynman, hilar mais furieux. Et devinez quoi ? Plusieurs membres de la commission avaient déjà donné une note positive à ce livre. Ils avaient évalué le prestige, le marketing, le sérieux apparent, sans même ouvrir l'ouvrage. Ils étaient prêts à valider un livre vide parce que les autorités compétentes avaient signé le bon de livraison. C'est exactement ce qui arrive dans votre cerveau. L'école vous a appris à faire un check de crédibilité au lieu d'un check de réalité. Le gourou du business a un best-seller ? Crédibilité validée. Je ne vérifie pas si ces conseils s'appliquent à mon cas. L'expert à la télé a une cravate et un titre de docteur ? Crédibilité validée. Je ne cherche pas à voir s'il y a un conflit d'intérêts. Le manuel dit que c'est comme ça ? Crédibilité validée. Je ne teste pas l'hypothèse. Scène 12. L'hygiène intellectuelle du doute. Feynman, face caméra, ton direct. La science, c'est croire en l'ignorance des experts. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'hygiène. Un enfant de 5 ans pratique cette hygiène naturellement. Quand vous lui dites que le Père Noël passe par la cheminée, il regarde la taille de la cheminée, il regarde la taille du bonhomme, et il demande « Comment il fait s'il y a du feu ?» Il vérifie la cohérence du système. L'éducation détruit ce réflexe en le remplaçant par la peur du ridicule. On vous a appris que ne pas être d'accord avec l'expert, c'était être complotiste ou idiot. On a transformé le doute, qui est le moteur de l'intelligence, en un défaut de caractère. Aujourd'hui, vous vivez dans la peur d'avoir tort face à l'autorité. Résultat, vous ne pensez plus par vous-même, vous déléguez votre pensée à des tiers. Et comme ces tiers font la même chose, nous nous retrouvons avec des sociétés entières qui valident des livres blancs parce que personne n'ose dire « Attendez, il n'y a rien d'écrit là-dedans ». À Los Alamos, je m'amusais à crocheter les coffres-forts des secrets nucléaires. Pas pour voler, mais pour prouver aux généraux que leur sécurité absolue était une illusion basée sur leur propre paresse. Ils croyaient que parce qu'il y avait un verrou cher, c'était sûr. Ils ne vérifiaient jamais si le verrou fonctionnait. C'est la deuxième étape de votre reconstruction. Réapprendre à douter. Ne demandez plus « Qui a dit ça ?» Demandez « Quelle est la preuve ?» Mais il reste un dernier mécanisme, le plus triste de tous. Celui qui a éteint la flamme qui vous rendait unique. Celui qui a transformé votre curiosité sauvage en une recherche d'efficacité stérile. Le mécanisme qui a remplacé votre désir de comprendre par un besoin maladif de réussir. Scène 13. Le deuil de la curiosité. Un enfant qui court dans un champ, se transformant peu à peu en un adulte assis dans un box de bureau sous des néons. Feynman n'était pas un bourreau de travail. Il passait son temps à jouer, et c'est précisément parce qu'il jouait qu'il a gagné. Nous allons voir comment l'école a transformé votre apprentissage en une corvée. Et pourquoi, pour redevenir intelligent, vous allez devoir apprendre à redevenir inefficace. Scène 14. Le troisième mécanisme, le remplacement de la curiosité. MIT, 1939. Richard Feynman est un étudiant de premier cycle. Autour de lui, des esprits terrifiants de rapidité. Certains ont des QI qui crèvent le plafond, bien au-dessus du sien. Ils résolvent les équations du manuel en un clin d'œil. Ils sont les meilleurs élèves que le système ait jamais produits. Pourtant, 5 ans plus tard, à Los Alamos, c'est Feynman, le gamin de 24 ans, que les plus grands physiciens du monde appellent quand ils sont bloqués. Pourquoi ? Parce que ses camarades du MIT étaient devenus des performeurs optimisés, alors que lui était resté un explorateur affamé. Voici le troisième mécanisme, le plus dévastateur, le remplacement de la curiosité. L'école a pris votre désir naturel de comprendre et l'a remplacé par un besoin névrotique de conformité. Elle a transformé une pulsion biologique de survie, la curiosité, en une monnaie d'échange social, la note. Scène 15. Le paradoxe de l'inefficacité. L'image montre Feynman assis seul, griffonnant dans un carnet gribouillé de dessins et d'équations bizarres.
Pendant que ses pairs mémorisaient les méthodes les plus rapides pour réussir l'examen, Feynman faisait quelque chose que ses professeurs jugeaient stupide et inefficace. Il redérivait chaque formule à partir de rien. Le professeur, ton impatient. Richard, pourquoi perds-tu 2 jours à essayer de prouver ce théorème par une méthode géométrique complexe alors que la formule est écrite en gras à la page 42 ? Elle fonctionne, utilise-la. Feynman. Elle fonctionne pour résoudre le problème du livre, monsieur. Mais si je ne sais pas pourquoi elle fonctionne, je ne saurai pas quoi faire quand je rencontrerai un problème qui n'est pas dans le livre. C'est là que le système a brisé votre cerveau. On vous a appris que l'efficacité, c'est d'arriver à la bonne réponse le plus vite possible. Mais en science, comme dans la vie, la bonne réponse n'est qu'un sous-produit. Le véritable trésor, c'est le cheminement. Chaque fois que vous avez utilisé un raccourci, une fiche de révision, ou que vous avez demandé « Est-ce que ça va tomber à l'examen ?», vous avez atrophié un muscle mental. Vous avez appris à optimiser pour le résultat, le diplôme, au détriment du processus, la pensée. Scène 16. L'analogie de la boîte à outils. Visuel, un mécanicien avec une valise de luxe remplie d'outils qu'il ne sait pas utiliser, face à Feynman qui fabrique une clé avec un morceau de fer forgé. Feynman, narrant. Mes collègues avaient des boîtes à outils standards, des outils magnifiques, polis, offerts par les meilleures universités. Tant que le problème ressemblait à un boulon standard, ils étaient les rois. Mais dès que nous arrivions devant une machine inconnue, leurs outils ne rentraient plus. Ils étaient paralysés. Feynman. Moi, parce que j'avais tout reconstruit par moi-même, je savais comment les outils étaient fabriqués. Si je n'avais pas la bonne clé, je pouvais en forger une nouvelle. L'éducation moderne vous donne des outils finis, mais elle ne vous apprend pas la métallurgie. Elle vous donne la solution, sans vous donner le problème. C'est pour cela que vous paniquez dès que votre environnement de travail change, dès qu'une nouvelle technologie arrive, ou dès que les règles du jeu ne sont plus celles du manuel. Votre cerveau est devenu rigide. Vous êtes un excellent conducteur de train sur des rails préexistants, mais vous êtes incapable de conduire un 4x4 dans le désert. Scène 17. Le poison de l'utilitaire. Un étudiant ferme un livre d'histoire de l'art avec mépris. L'étudiant. À quoi ça sert d'apprendre ça ? Ça ne m'aidera pas pour ma carrière. Entendez-vous cette phrase ? C'est le cri de mort de votre intelligence. L'école vous a convaincu que l'apprentissage sans utilité immédiate est un gaspillage, que la curiosité sans rentabilité est un luxe de riche ou une distraction d'enfant. C'est un mensonge qui détruit votre capacité d'innovation. L'innovation naît toujours de la fertilisation croisée. Feynman a compris les interactions nucléaires parce qu'il s'amusait à observer la rotation d'une assiette jetée en l'air à la cafétéria. Ses collègues pensaient qu'il perdait son temps. Il a eu le Nobel pour ça. En limitant votre apprentissage à ce qui est utile pour votre CV, vous vous condamnez à être remplaçable. Vous devenez un rouage conforme dans une machine que vous ne comprenez pas. Vous avez tué le pourquoi pour adorer le comment. Scène 18. Le recouvrement, l'éloge du jeu. Feynman joue des bongos, l'air heureux, entouré d'équations sur les murs. Je me suis promis une chose, je n'apprendrai plus jamais rien pour que ce soit utile. Je vais juste jouer avec la physique, comme quand j'étais gosse. C'est là que réside la réparation. Pour reconstruire les circuits que l'éducation a brûlés, vous devez redevenir inefficace. Vous devez passer du temps sur des sujets qui ne servent à rien. Vous devez démonter des objets juste pour voir comment ils sont faits, sans avoir l'intention de les réparer. Vous devez lire des livres qui ne sont pas dans votre domaine de compétences. Regardez votre pile de livres à lire. Combien sont là par pure curiosité et combien sont là parce que vous pensez que vous devriez les lire pour progresser dans la hiérarchie sociale ? Si vous ne lisez que pour progresser, vous ne lisez pas. Vous remplissez un formulaire administratif dans votre tête. La curiosité est un muscle. L'école vous a forcé à porter une attelle pendant 20 ans. Votre muscle a fondu. Mais il n'est pas mort. Il attend juste que vous lâchiez la béquille du diplôme et que vous fassiez le premier pas, maladroit, vers l'inutile. Nous avons vu les 3 mécanismes, la déconnexion de la réalité, l'abdication de la vérification et le remplacement de la curiosité. C'est un tableau sombre,
Mais Feynman nous a laissé une porte de sortie, une philosophie du réel, qui est bien plus qu'une méthode de travail. C'est une manière d'être au monde. Dans la dernière partie, nous allons voir comment briser ces chaînes une fois pour toutes. Comment passer de l'illusion du savoir à la beauté du réel. Et pourquoi au final admettre que vous ne savez rien est le geste le plus intelligent que vous puissiez faire. Scène 20. Le chemin de la réparation. Désapprendre pour voir. Alors nous y sommes. Vous tenez votre diplôme d'une main, et de l'autre vous sentez le vide de ce que vous ne comprenez pas vraiment. Le diagnostic est posé. Votre éducation a été une chirurgie esthétique de l'esprit. Elle a lissé les rides de votre curiosité pour vous donner l'apparence de la sagesse, mais elle a paralysé les muscles de votre réflexion. La question n'est plus « Pourquoi m'ont-ils fait ça ?» La question est « Comment puis-je récupérer mon cerveau ?» La réparation n'est pas une question de QI. Ce n'est pas une question de retourner s'asseoir sur les bancs d'une école encore plus prestigieuse. C'est une question de courage intellectuel. C'est le courage d'être le seul dans la pièce à dire « Je ne comprends pas ce que vous venez de dire. Expliquez-le-moi comme si j'étais un enfant. » Scène 21. Le premier pas. L'aveu d'ignorance. Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Pourriez-vous répéter, mais sans utiliser le mot systémique ? C'était le super pouvoir de Feynman. Il n'avait pas peur d'avoir l'air idiot. En fait, il cultivait l'idiotie comme une forme de pureté. Pour réparer votre cerveau, vous devez d'abord briser le premier verrou, l'orgueil de la certification. Votre diplôme vous dit que vous devriez savoir. Votre peur vous dit que si vous posez une question basique, vous serez démasqué. Détruisez cette peur. La prochaine fois que vous lirez un article ou que vous écouterez un expert, faites le test de la page blanche. Essayez de dessiner le concept. Pas d'écrire des mots, de le dessiner. Si vous ne pouvez pas faire un schéma simple du mécanisme, c'est que vous ne comprenez pas. Vous avez juste mémorisé une étiquette. Admettez votre ignorance, et soudain, la porte de l'apprentissage se rouvre. Scène 22. L'analogie de la fleur. Science et beauté. Gros plan sur une fleur magnifique. Un artiste et un scientifique l'observent. L'artiste, ton dédaigneux. Toi, le scientifique, tu décortiques cette fleur, tu la coupes en morceaux, tu la réduis à des cellules et à des noms latins. Tu détruis sa beauté. Moi, je la vois dans sa globalité, dans son mystère. Feynman, souriant. Mon ami, je peux voir la beauté de cette fleur tout aussi bien que toi. Mais je vois aussi des couches de beauté que tu ignores. Je vois les cellules qui travaillent à l'intérieur. Je vois les processus chimiques qui créent ces couleurs pour attirer les insectes. Je vois l'histoire de l'évolution qui a permis à cette plante de survivre des millions d'années. La science ne retire pas de la beauté. Elle en ajoute. Elle rend le monde plus mystérieux, pas moins. Mais pour voir cette beauté, il faut arrêter de regarder le nom de la fleur dans un catalogue et commencer à regarder la fleur elle-même. Scène 23. Le paradoxe final, la liberté d'échouer. Visuel. Une salle de classe vide, la lumière du crépuscule traverse les fenêtres. Les manuels sont empilés dans un coin. L'école vous a appris que l'erreur est une faute. Elle vous a appris que si vous ne trouvez pas la réponse du premier coup, vous êtes lent ou faible. Feynman, ton autoritaire mais chaleureux. C'est un mensonge criminel. En physique, nous passons 99% de notre temps à avoir tort. Nous essayons des idées idiotes. Nous suivons des pistes qui ne mènent nulle part. C'est ça la pensée. Si vous savez déjà où vous allez, vous ne pensez pas, vous exécutez. Pour redevenir intelligent, vous devez vous donner la permission d'être inefficace. Vous devez vous donner le droit de perdre votre temps à comprendre pourquoi le ciel est bleu ou pourquoi l'eau tourbillonne dans un évier. Ce ne sont pas des questions d'enfants, ce sont les questions des géants. L'éducation vous a formaté pour être une réponse. Feynman vous demande d'être une question. Scène 24. Conclusion. La beauté du réel. Des images du cosmos, de cellules, de foules urbaines, de mécanismes d'horlogerie.
Le monde est un endroit terrifiant de complexité et de merveille. Et la plus grande tragédie de votre vie, c'est qu'on vous a convaincu que ce monde tenait dans un manuel de 400 pages avec des questions à choix multiples à la fin. Votre cerveau n'est pas détruit de façon permanente, il est simplement endormi sous une couche de vernis social et de jargon académique. Réveillez-le. Arrêtez de collectionner les titres et commencez à collectionner les compréhensions. Ne croyez rien parce qu'un homme en costume vous l'a dit, vérifiez-le sur le terrain de la réalité. Suivez votre curiosité, même si elle ne vous rapporte pas un centime, surtout si elle ne vous rapporte rien. Parce qu'à la fin de la journée, quand vous fermerez les yeux, ce n'est pas votre diplôme qui vous rendra vivant. C'est cette sensation électrique, presque divine, de comprendre, vraiment comprendre, comment un petit morceau de l'univers fonctionne. C'est ce que Feynman appelait le plaisir de découvrir des choses. Et c'est un plaisir que personne, aucun système, aucune école n'a le droit de vous voler. L'image s'assombrit peu à peu. Un dernier message apparaît à l'écran. Redevez curieux. Appel à l'action. CTA. Si vous sentez que ceci